Oui, bonjour et bienvenue dans cette table ronde qui aura pour thème « Comment la société civile s'approprie la non-violence ». Je me présente, je suis Guillaume Gamblin, membre du MAN de Lyon et journaliste à la revue Silence. J'animerai cette table ronde avec Isabelle Escoffier, compagne de route du MAN depuis sa création et membre de la revue Alternative non-violente. Alors, on l'a vu avec les interventions précédentes, la non-violence, elle se met en œuvre dans un constant aller-retour entre la réflexion et l'action. Donc, cette table ronde va être l'occasion d'entrer dans le concret aussi des luttes actuelles et de cet aller-retour entre les pratiques et les réflexions. Comment les idées et les pratiques de la non-violence se sont-elles diffusées dans la société depuis 50 ans ? Comment ont-elles infusé les réflexions et les pratiques ? À quels obstacles se heurtent-elles ? Mais aussi, comment les pratiques sociales ont-elles, de leur côté, eu une influence sur les pratiques non violentes ? Comment la société civile nous fait-elle évoluer et avancer, ou nous bouscule-t-elle ? Nous sommes intéressés dans cette table ronde par les retours de personnes engagées ou en lutte sur différents terrains, et nous sommes très contents et contentes d'accueillir et d'entendre les 4 participants et participantes à cet échange qui vont apporter des éclairages très différents sur le sujet. Donc Gérard Rey qui représente la CGT, Sylvine Bouffaron engagée dans les luttes écologistes, Isabelle Dorès, qui représente le mouvement ATD Carmonde, et enfin Pascal Tozzi, enseignant dans le domaine de l'intervention sociale. Merci à elles et à eux d'avoir accepté notre invitation. Nous avons presque 1h30 devant nous, jusqu'à 16h15, où nous marquerons une pause avant la seconde table ronde. Nous allons commencer donc par leur donner la parole successivement pendant un petit quart d'heure chacune, et ensuite nous aurons une demi-heure pour prendre vos questions et échanger avec elles et eux. Merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos intervenantes et intervenants qui sont sur le terrain 24/24 peut-être, je ne sais pas, en tout cas beaucoup sur le terrain, et qui ont des choses à nous dire. Donc Gérard Rey, donc de la CGT, secrétaire confédéral. Donc je vous laisse déjà vous présenter. Prenez déjà le temps de vous présenter, parce que je crois qu'avec déjà vos casquettes, vous allez déjà éclairer un petit peu l'Assemblée sur vos activités et vos valeurs et stratégies. Donc j'appuie. Vous m'entendez bien ? Ouais. Donc oui, je suis Gérard Rey, donc je suis secrétaire confédéral, c'est-à-dire membre du bureau confédéral de la CGT. J'ai en charge plusieurs activités au sein de la Confédération. Premièrement, c'est pas par ordre d'importance, je m'occupe de l'activité travailleurs migrants. Donc notamment, on agit pour la régularisation, mais pas que la régularisation des travailleurs sans papier, mais plus globalement pour le droit des travailleuses et travailleurs migrants. Deuxièmement, je suis aussi en charge de l'activité, ce qu'on appelle l'activité liberté publique, donc, comme son nom l'indique, c'est la défense des libertés. Alors on y inclut la liberté d'activité syndicale, la liberté de manifester, etc. La lutte contre les discriminations, donc ça inclut la discrimination LGBT-phobie, le racisme bien sûr, la discrimination au travail. J'ai une autre camarade qui traite le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc cette question-là n'est pas de mon ressort, même si c'est quelque chose de transversal et que l'on traite également par ailleurs. Voilà, donc ce sont les domaines que j'ai sous ma responsabilité, et donc en soi, j'ai dans mes activités, effectivement, la question de la lutte non violente est également quelque chose de transverse et inhérent à mon activité. Donc on a constaté ces derniers mois, on a entendu notamment Sophie Binet, votre secrétaire générale, appeler à la désobéissance civile au mois de décembre contre la loi immigration. On a constaté par le passé des actions, une ou deux exemples, mais vous en aurez plus. Par exemple, des personnes de la CGT refusant de couper le courant électrique à des familles démunies.
On a vu récemment, dans un tout autre domaine, l'Union départementale de la CGT de Paris adhérer au programme BDS, boycott, désobéissance, des investissements, sanctions, je vois qu'il y en a qui suivent, avec clairement écrit revendication de la non-violence dans les textes. Donc voilà, vous avez certainement des exemples et un petit peu de à la fois les valeurs et les stratégies mises en place dans un certain nombre de domaines, puisque appeler à la désobéissance civile pour un syndicat, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Voilà. Oui. D'abord, il faut rappeler qu'on évolue dans un contexte, et bon, le boulot d'un syndicaliste, c'est d'abord d'évaluer, de regarder dans quel contexte on évolue, quelles sont les forces en présence, puisque si on veut créer un rapport de force, c'est bien, en tout cas pour la CGT, un des moyens de notre intervention, c'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois de créer un rapport de force le plus favorable possible aux travailleurs et aux travailleuses. Et on évolue quand même dans un contexte qui n'a jamais été aussi d'abord inégal, mais de par le fait donc, et ça a été un peu démontré tout à l'heure dans les interventions, de par le fait violent en lui-même. Je prends quelques exemples, on va revenir sur les exemples que vous m'avez donnés, mais nous sommes au moment même où je vous parle dans une ce que Sophie Binet d'ailleurs a qualifié de véritable saignée industrielle qui se passe en ce moment. On a des salariés qui, du jour au lendemain, quasiment, c'est-à-dire que le matin, quand ils vont au travail, ils apprennent que 1200 postes seront supprimés de leur entreprise, alors qu'ils y travaillent depuis 40 ans, par exemple. J'étais l'autre jour dans l'Eure, vendredi dernier, il y a une petite ville qui s'appelle les Andelys, excusez pour la prononciation, et qui ont appris que leur entreprise, 89 emplois, même ce n'est que 89, mais c'est quand même important pour cette petite ville, eh bien 89 emplois seront supprimés à terme, alors qu'en fait l'entreprise ne connaît pas de problème particulier de crise. Cette entreprise ne connaît pas de problème de demande puisqu'elle a été sollicitée pour faire les éclairages publics pour les villages olympiques, par exemple. Voilà. Donc c'est d'une particulière et d'une violence inouïe pour ces salariés. Là, on est dans une violence sociale. Mais pour revenir à ce que l'appel à désobéissance civile, ça s'est fait dans un contexte d'une loi qui est là, pour le coup, particulièrement violente, avec tout un ensemble de propos et de débats qui n'ont pas été moins. Je vous invite à reprendre les débats qui ont eu lieu fin d'année 2023, notamment au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale par une partie de la représentation nationale, qui était d'une violence, là aussi, inouïe. Pas employer le terme de racisme, mais en tout cas xénophobie certaine, en tout cas, et y compris une xénophobie qui transparaît tout le long du texte. Et on avait effectivement un texte qui avait été adopté à la sortie du processus parlementaire de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la commission mixte paritaire, qui mettait à mal un certain nombre de principes républicains et démocratiques, puisqu'on avait à l'intérieur du texte, par exemple, le fait que, pour toucher des allocations, certaines allocations, ce qui est d'ailleurs un petit peu le cas sur certaines conditions, mais en tout cas pour toucher des allocations, il fallait avoir un certain nombre d'années de présence en France, qu'on allait supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. Enfin bon, il y a tout un tas de dispositions comme ça qui étaient toutes plus dangereuses les unes que les autres. Et donc, quand on s'est retrouvé à analyser ce texte avec la CGT, bien sûr, on a mis en place avec un certain nombre d'organisations des appels à manifestation qui ont eu un certain écho, avec des mobilisations plus ou moins réussies selon les territoires et selon les endroits, mais en tout cas,
l'idée, ça a été de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les travailleurs et les travailleuses, puisqu'on se retrouvait dans la situation où on aurait demandé à des travailleurs et des travailleuses d'appliquer des lois discriminatoires pour une partie de la population. Et donc, une des idées qui nous est venue, c'est de dire nous soutiendrons les salariés, les travailleuses et les travailleurs, les agents, bien qu'ils décideront de ne pas appeler de ne pas appliquer ce texte. Alors, on n'avait pas encore les détails de comment on ferait, puisqu'il fallait bien sûr attendre les décrets. Par chance, les dispositions les plus néfastes de cette loi ont été retoquées par le Conseil constitutionnel à l'époque, malheureusement uniquement sur la forme, ce qui n'empêchera pas de revenir dans une prochaine loi immigration. Mais voilà, donc l'idée, c'était celle-là, c'est de dire, nous, en tant que citoyens, en tant qu'organisation et en tant que citoyens, nous n'acceptons pas que notre société glisse vers une société qui prône le refus, la xénophobie et qui prône l'exclusion de certaines catégories de la population. Sur la question du courant, on a eu aussi, notamment sur la bataille des retraites, mais il y en a eu aussi avant, des salariés de l'énergie qui avaient décidé, alors d'une part de couper de l'électricité comme ça se fait de manière entre guillemets classique dans les mouvements de grève, c'est-à-dire que l'idée c'est de dire la production industrielle, là en l'occurrence de l'énergie, elle appartient d'abord aux travailleurs et travailleuses. Et donc, de par notre action, on veut se réapproprier cette production. La production, elle appartient aux travailleurs et aux travailleuses, sans qui rien n'est possible. S'il n'y avait pas d'agents qui fabriquaient, pas eux qui fabriquaient l'électricité en tant que telle, mais ils participent à la fabrication de l'énergie, eh bien, s'il n'y avait pas ces agents, rien ne serait possible. Et donc ils décident de couper le courant par un geste de réappropriation de l'outil industriel. Mais aussi, la question, ça a été aussi de dire, parce que dans le débat public, c'était de dire, oui, mais les agents de la CGT, ils sanctionnent toute la population, ils prennent la population en otage, selon la formule consacrée. Et donc, de dire, non, mais en fait, ceux qui pénalisent la population, c'est ceux qui coupent l'électricité à celles et ceux qui n'ont plus les moyens de payer. C'est-à-dire là aussi, on est dans une sorte de violence sociale, en fait, puisqu'il y a un certain nombre de personnes dans ce pays qui doivent faire le choix entre se chauffer ou faire une machine à laver, ou se chauffer et faire à manger pour ses enfants. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et donc, les agents, dans ce geste de contestation de leur régime de retraite, mais c'est pas uniquement parce que c'est un régime de retraite qu'ils veulent partir à la retraite plus tôt, c'est parce que ce régime de retraite, il est aussi attractif pour des agents et que donc ça permet aussi de sauvegarder le service public de l'énergie. Ils ont dit, mais on va aussi remettre l'énergie pour celles et ceux à qui on en a coupé. Alors ils ont remis de l'énergie pour certaines et certains, et ils ont également agi pour remettre en heure creuse un certain nombre de familles. Et puis sur la décision de l'UD 75 sur le boycott vers Israël, donc de l'adhésion au BDS. C'est une décision qui intervient dans un moment quand même tout à fait particulier où le conflit a pris des proportions inouïes, où ce sont des dizaines de milliers de personnes tuées, des enfants qui meurent sous les bombes dans un silence médiatique absolument insoutenable. Et donc, bien que la Confédération n'ait pas encore pris cette décision, on a décidé de l'inscrire dans ce mouvement parce qu'on sait que pour un certain nombre de multinationales, toucher à leur image, c'est-à-dire en appelant au boycott, toucher à leur image, c'est un moteur puissant pour les faire revenir. D'ailleurs, on sait que il y a des entreprises occidentales qui ont arrêté des collaborations avec l'État d'Israël parce que leur image en a été écornée. Donc on sait que c'est un moyen puissant. Et voilà, moi je peux que saluer cette décision. Bon, toute la Confédération n'a pas pris encore cette décision parce que on a besoin aussi de pousser les débats sur ce type d'action. Mais en tout cas, voilà. Donc, et puis moi je voudrais dire que par essence,
Je termine là-dessus, Non, pas être trop long, mais par essence, le combat syndical, même si derrière le combat syndical est par nature et par... historiquement, on est sur un combat qui appelle aussi à la révolte, etc. Mais le combat syndical est un combat non violent par lui-même, parce que le mode d'action qu'on choisit la plupart du temps, c'est celui de la grève, là aussi, de la réappropriation des outils de production ou de travail. Et donc, la grève et l'action collective des travailleurs et travailleuses, elle n'a pas pour objet la violence. Par contre, on s'aperçoit que de plus en plus, on a un pouvoir qui utilise la violence en réponse à ces modes d'action, que ce soit les manifestations, que ce soit les grèves. Et puis, c'est aussi très souvent des réponses par la sanction. On en est à un niveau de sanction que l'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Ce sont plus de 1000 syndiqués qui ont été sanctionnés ou inquiétés depuis la lutte contre la réforme des retraites, avec notamment des travailleurs et travailleuses qui ont été menottés devant femmes et enfants le matin à 6h du matin pour avoir participé à des mouvements de grève, des camarades qui ont été devant les tribunaux pour avoir brûlé des pneus sur la voie publique. Et ce n'est pas moins de fait inédit sous la Ve République, 3 membres du bureau confédéral de la CGT qui sont inquiétés par des procédures judiciaires en cours, ce qui est quand même très inquiétant pour l'état de notre démocratie. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On aurait plein de questions à vous poser, notamment comment vous pourriez, dans les 198 méthodes non violentes qui ont été évoquées tout à l'heure, lesquelles, voilà, mais on a le temps avance, donc merci en tout cas, et on aura un temps d'échange, donc vous pourrez compléter par des questions à Gérard Rey. Merci. Et sans transition, nous allons aborder le domaine des luttes écologistes avec Sylvine Bouffaron, à qui je vais demander de se présenter. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien ? Oui. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, merci pour l'invitation, et merci Isabelle et Guillaume pour l'animation. Et je suis ravie de voir des jeunes, en tout cas plus jeunes que moi et que certains autour de cette table. Je crois que vous avez une vingtaine d'années et on a besoin de vous, et je suis sûre que vous avez fait aussi plusieurs bêtises les mois qui viennent de passer. Alors moi, je suis militante féministe, écologiste et antiraciste. Ça fait une quinzaine d'années que je suis activiste. Je viens du mouvement social et j'ai embrayé sur ce qu'on appelle le mouvement climat il y a une dizaine d'années. Et je fais partie d'un mouvement qui s'appelle initialement Alternatiba, que peut-être certains et certaines connaissent, qui vient du Pays Basque, qui a plus de 10 ans maintenant. Et moi, j'ai participé à construire ce mouvement citoyen depuis Lyon. Donc je suis lyonnaise. Et depuis quelque temps, je travaille aussi pour Greenpeace France. Voilà pour la présentation, je vais m'arrêter là. Merci. Et alors, au niveau des luttes écologistes, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont elles se sont appropriées la non-violence dans leur forme d'action ? Oui. Alors, le mouvement écologiste, il est vaste et il grossit de plus en plus ces dernières années. Donc, je vais me garder de parler pour tout le monde. Je vais parler de mon expérience et de ce que je connais. Alors, on a, avec le mouvement citoyen Alternatiba, on a déployé énormément d'actions sur le terrain. Tu as parlé, Alain, des 198 tactiques. Le répertoire de l'action non violente, il est très, très vaste. Alors, on passe par de l'occupation de terrain. On est rentré dans des banques pour dénoncer l'évasion fiscale. On a bloqué des assemblées. On est allé devant le siège de Total. On est rentré dans des centrales nucléaires. Et à côté de ça, alors, bien évidemment, on a aussi lancé des pétitions, on est intervenu dans les médias, on agit sur les réseaux sociaux, donc on a une présence médiatique. Et à côté de ça, on développe, et tu en as parlé brillamment, Yvette, un programme constructif.
Et on a l'habitude de dire, et tu l'as cité aussi, qu'on marche sur deux jambes. Donc d'un côté, on développe la société qu'on souhaite. Donc on a besoin de projeter une société désirable. Les enjeux écologiques sont énormes aujourd'hui, on en est toutes et tous conscients. 130 morts en Espagne très récemment avec les inondations, donc l'urgence est là, elle est de plus en plus palpable. Donc on a développé tout un programme constructif d'alternatives très concrètes qu'on a envie de voir dans la vie des gens, sur l'habitat, sur l'éducation, sur les transports, dans la manière de s'alimenter, contre la pollution, etc. Et à côté de ça, donc on a mené de nombreuses actions. Donc le mouvement écologiste, pour répondre à ta question, il s'est emparé de la non-violence, alors depuis très longtemps, mais bon, moi je parle là de mon expérience récente, avec une explosion ces 10 dernières années, avec une multiplication d'assauts. Alors je suis sûre donc que vous avez participé à des actions, je vois quelques sourires s'esquisser. Je ne vais pas vous demander parce que votre prof est là, mais je suis sûre que vous avez participé au moins à des marches et aussi à des actions de désobéissance civile. Il y a plein de mouvements aujourd'hui, et c'est génial, qui amènent de plus en plus de personnes à passer à l'action. Voilà, donc on s'est très largement emparé de cette stratégie de lutte. Juste pour finir, on a fait ça en tout cas donc pour les mouvements dans lesquels je milite par choix stratégique, parce qu'on a besoin, et vous l'avez dit, de rassembler beaucoup de monde. On a besoin d'une transition radicale de société, donc pour ça, il nous faut embarquer les citoyens et les citoyennes avec nous. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix de la stratégie de lutte non violente, et parce que, et tu le disais Alain, il y a une cohérence entre les moyens et la fin. Donc la société désirable qu'on souhaite, on la met en place avec ce programme constructif et également avec la manière dont on lutte, en étant très nombreux et très nombreux sur le terrain, en faisant en sorte que tout le monde puisse prendre sa place dans les mobilisations. Je fais quand même une petite parenthèse, enfin c'est pas une parenthèse, mais je fais quand même un petit tac maintenant au mouvement climat qui doit se regarder aujourd'hui en face, qui est composé d'une sociologie de personnes de personnes aisées et blanches, et ça c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Donc je le dis parce que ça fait partie aussi de la stratégie de lutte non violente que d'analyser les systèmes de domination, et donc là-dessus il faut aussi pouvoir se critiquer et se tirer vers le haut. On a des choses à travailler au sein du mouvement climat pour rassembler encore plus largement. Donc voilà pourquoi on s'empare de cette stratégie de lutte. D'accord. Et concernant les effets de ces stratégies sur la société et sur la société civile, est-ce que vous différenciez les effets qui peuvent avoir des marches climat grand public et puis des actions coup de poing, par exemple ? Alors, donc, comme on l'a dit, donc, le répertoire de l'action non violente, il est très large. Il y a énormément de tactiques. Ce qui est important à rappeler, c'est que dans la construction de notre rapport de force, donc, on a besoin de passer par des étapes différentes. Donc, on va poser un sujet sur la table, le médiatiser, lancer une pétition, faire une manifestation, une marche, peut-être passer par de l'occupation, peut-être passer par des stratégies de boycott. Il y a énormément de tactiques qui sont possibles à déployer, jusqu'à des actions. Alors, quand on dit coup de poing, c'est pareil, il faut toujours définir du coup les termes. Peut-être que donc c'est des actions qui sont qui vont engager un risque juridique peut-être plus important. Par exemple, rentrer dans une centrale nucléaire, voilà. Donc là, il faut être prêt à ça, préparer physiquement, et puis aussi être prêt à prendre des risques juridiques, avoir un casier, passer peut-être 72 heures en garde à vue, etc. Donc je rappelle juste qu'il y a plein d'actions possibles, qu'elles ne sont pas accessibles par tout le monde. Et le sens de ta question, c'était ? Les effets de ces actions. Les effets, oui. Alors, on est de plus en plus nombreux sur le terrain, donc moi je pense que les gens sont motivés. J'ai quand même envie de vous demander de lever la main si vous avez fait des actions dans la salle à toutes ces... Bon, il y a plus de la moitié. Oui, bravo. Tout le monde a le droit de lever la main. Pour ceux et celles qui ne voient pas et pour les caméras, il y a plus de la moitié de la salle, très largement, les 3/4 qui ont levé la main, donc c'est super. Oui, et quels effets ? Alors, il y a plusieurs choses en fait dans cette question, parce que les effets du dérèglement climatique étant de plus en plus palpables, on a de plus en plus de gens qui sont prêts et prêtes à s'engager.
il y a de plus en plus de citoyens et de citoyennes qui sont prêts à prendre des risques juridiques pour cette cause-là et pour d'autres, mais en tout cas pour la cause écologiste, c'est de plus en plus le cas. On a mis aussi les moyens sur le territoire et dans les différentes organisations de former en masse ces dernières années, avec des formations, des camps climat, etc. Je pense que vous connaissez aussi ces formats, sinon vous pouvez retrouver toutes les infos sur Internet pour les prochaines sessions. Donc il y a une adhésion du citoyen et de la citoyenne à la stratégie de lutte non violente dans le mouvement écologiste. Mais je crois qu'on parle après de la répression, parce que c'est ce qu'il faudrait en dire un mot. Mais en tous les cas, on a de l'adhésion via cette stratégie pour porter notre projet. Donc je pense que moi c'est ma boussole, je suis militante radicale non violente, et je pense qu'on doit poursuivre ce chemin-là en faisant de plus en plus d'alliances entre nos différentes organisations. Et je voulais juste aussi dire bravo à la CEGET pour cette réappropriation là, et la coupure de courant qui a été opérée. Je pense que ça, on doit le multiplier aussi par la suite, et face aux enjeux qui arrivent. Je vois que tu as la revue Silence devant toi avec, je suis un peu concernée parce que c'est écrit écolo et antifa, et ça je pense que c'est des gros sujets aujourd'hui, que de faire du lien entre nos différentes luttes, et qu'on doit porter ça toutes et tous ensemble. Donc pour te répondre, de l'adhésion et voilà, continuons sur ce chemin-là. Alors, tu es invité aussi à nous parler effectivement des effets de la répression sur l'activisme écologiste. Et aussi, j'en profite pour glisser une autre question qui est celle de la bataille culturelle, parce que c'est aussi sur ce terrain-là qu'on se positionne aujourd'hui avec l'avancée de l'extrême droite. Donc est-ce que la non-violence, elle peut aider à gagner ou à faire avancer cette bataille culturelle pour les idées écologistes et de justice sociale, écologique et sociale? Alors effectivement, la répression, il faut en dire un mot, parce que moi, quand j'ai commencé à faire des actions il y a une dizaine d'années, très honnêtement, la répression policière, elle était vraiment très très light. Alors il y a toujours des conséquences juridiques, donc ça n'est jamais anodin que de rentrer en désobéissance civile. Néanmoins, c'était les policiers nous portaient quand même avec respect, on va dire ça comme ça, quand on faisait un blocage. Bon, c'est plus du tout le cas. Alors plusieurs choses. Il y a Michel Forst, qui est le rapporteur spécial de l'ONU, qui a été sur le terrain de la 69, qui au Royaume-Uni aussi récemment, et qui dénonce ça. Là, il y a vraiment une dérive autoritaire dans les pays démocratiques sur la répression des militants écologistes et pacifistes. Il y a un rapport qui est sorti de l'ONG Climate Rights International en septembre pour dénoncer aussi la répression autoritaire de ces régimes démocratiques. Donc c'est très inquiétant. C'est au Royaume-Uni que les gens prennent le plus cher. Il y a eu jusqu'à 5 ans de prison de peine pour un militant écolo sur une action. Et peut-être que vous avez aussi en tête les 2 jeunes femmes de Just Stop Oil qui ont lancé de la peinture sur un Van Gogh et qui ont pris respectivement 20 et 24 mois. Donc, effectivement, la répression, ça avance et est très inquiétante. Donc ça, il faut le dénoncer. Alors nous, qu'est-ce que ça... Donc à la fois la répression judiciaire, et aussi sur le terrain, c'est de plus en plus violent aussi en déploiement sur les militants. À la dernière AG de Total, il y a vraiment des personnes qui se sont fait marcher dessus, traîner, gazer. Enfin, c'est vraiment très dangereux, quoi. Vraiment tout près des yeux. C'était en plus pour beaucoup des primo-militants. Donc voilà. Donc du coup maintenant, alors on va pas arrêter. Néanmoins, ce qu'il faut faire, et c'est bien tout le truc de la stratégie de lutte non violente, on est obligé en permanence de s'adapter à l'adversaire, de se réinterroger, d'être créatif. L'adversaire, il s'adapte aussi, donc Total, il sait qu'on va venir à son AG, donc à nous d'être plus malins et plus malines. Donc voilà, donc il faut dire un mot de la répression, il faut la dénoncer, c'est très inquiétant pour nos régimes. Bien évidemment aussi avec le contexte de l'extrême droite, que tu commençais à le glisser, on s'interroge là dans tous nos mouvements sur la manière dont on va pouvoir même rien que militer, même si on existera encore en réalité, si l'extrême droite passe aux futures échéances. Il y a aussi un contexte local qui fait que, je sais pas, moi je vis à Lyon, alors du coup l'extrême droite on connaît très bien, il y a une présence forte sur le terrain, on est obligé aujourd'hui de s'organiser différemment, de faire attention quand on se forme, quand on fait nos conférences, dans les lieux militants, etc. Donc il y a une vraie réalité. Donc on doit réfléchir différemment les rôles, voir comment on se réorganise. Oui, c'est un très très gros sujet.
Et du coup, la deuxième question, c'était la bataille culturelle. Alors, tout le monde sait ce que c'est que la bataille culturelle ? Je regarde peut-être les plus jeunes. Gramsci. Ouais. Et alors oui, du coup, c'est difficile de le définir en 2 secondes, mais en gros, c'est l'idée de batailler et de gagner sur le champ des idées avant que de remporter le pouvoir. Je peux le dire comme ça très rapidement, mais je vous invite à aller voir et à aller lire Gramsci. Alors, je pense qu'il faut quand même regarder les choses en face. Je ne crois pas que le camp progressiste soit en train de gagner la bataille culturelle. On en est même très loin, malheureusement. C'est clairement le camp réactionnaire qui la remporte aujourd'hui, et ils se sont très bien organisés pour ça ces dernières années. Néanmoins, il faut garder la force. On reste nombreux. Il faut parler de nos luttes. Il faut continuer de s'organiser sur le territoire. Je reviens sur la phrase également d'Alain qui est qu'il doit y avoir une cohérence entre nos paroles et nos actes, et je crois que aujourd'hui, donc je vais parler pour le mouvement climat et le camp écologiste, ce qui peut nous aider à marquer des points dans la bataille culturelle, et ça fait partie en fait de la stratégie de lutte non violente, c'est de bien dire les termes. Et je pense qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on ne nomme pas assez, qu'on passe sous silence, alors où je vais même élargir en réalité au camp de la gauche avec des grosses guillemets. Mais je le redis, au cœur de la stratégie de lutte non violente, il y a l'analyse des systèmes de domination. Donc la classe, le genre, la race, le patriarcat, le capitalisme, la colonisation. Ça, c'est des sujets qui doivent être au cœur aujourd'hui de nos luttes. Ça fait partie, et je peux renvoyer à Judith Butler sur la force de la non-violence qui parle très bien de ça, des corps qu'on maltraite, et de comment le capitalisme s'est du coup structuré autour de la colonisation. Donc en termes de bataille culturelle, le fait de nommer les choses, et tu le disais Alain en fait, ça doit être au cœur de nos combats. Et je le dis même pour le champ de la gauche politique, comme pour les grosses ONG comme Greenpeace dont je fais partie, comme les mouvements citoyens et autres mouvements de désobéissance civile qui se sont structurés aujourd'hui. Il y a très peu, là vous voyez je porte un kéfier, dans le mouvement écologiste en réalité on est minoritaire à prendre des positions aujourd'hui sur la Palestine. Dans le camp, je vais citer, en fait quand je préparais cette table ronde, je réfléchissais aux personnes que j'ai croisées cette année. J'ai besoin de personnes, de lire des personnes qui m'inspirent et de trouver encore aujourd'hui des figures qui me donnent envie de lutter. Et j'ai eu la chance de voir Judith Butler, de voir Angela Davis à la fête de l'UMA cet été, et de voir Patti Smith en concert, parce que tu parles de bataille culturelle, donc c'est important aussi. Et les ces 3 femmes, elles ont eu un message très fort, peut-être que je peux vous laisser là-dessus et les plus jeunes là-dessus, d'appel au collectif, donc c'est le fameux Power to the People. Donc ça, il faut, et c'est important dans la lutte non violente aussi, de se penser en collectif. Et oui, je vais le dire là aussi, souvent il y a une petite musique qui dit, on entend ça dans les mouvements militants, oui mais la marche ça ne sert à rien, la marche climat ça ne sert à rien, la manif ça ne sert à rien. Ça c'est pas vrai, il faut lutter contre ça. Au vu de ce qui arrive, on a besoin d'un corps social et d'un mouvement social fort. Donc c'est important de descendre dans la rue. C'est des moments où on se rencontre, où on se voit, où on se donne de la force, où on se dit qu'on est OK sur nos idées, qu'on va progresser ensemble. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais au moins on prend la rue ensemble. Et du coup, ces 3 femmes, Butler, Angela Davis et Patti Smith, donc elles ont eu un message toutes les 3 pour la Palestine, un message pour la jeunesse, parce que la jeunesse est très mobilisée sur ces sujets, et très claire. Et Angela Davis a dit à la fin de son intervention que sans espoir, de toute façon, on ne pouvait pas gagner. Donc parfois, c'est difficile. Donc moi, je suis militante écolo, donc c'est quand même... on a gagné des choses, on a gagné des batailles et des luttes ces dernières années, mais quand même, le défi est immense. Et avec l'extrême droitisation de la société, on a quand même un sacré nombre de défis à relever. Donc voilà, j'ai envie de garder aussi ce message d'espoir. Je pense que cette stratégie de lutte, elle est importante à garder comme boussole. Néanmoins, il y a des choses à travailler chacun dans son camp, donc ça, il faut bien le regarder en face aujourd'hui. Et je compte sur vous pour rejoindre les actions. Merci beaucoup, Sybille. Parfait. Merci pour
le timing, en bon français. Alors, à propos de bon français, Power to the People. Je ne sais pas si ATD Carmonde, quelque part, je n'ai encore jamais vu prononcer mais il y a un petit peu de ça quand même. Est-ce que donc Isabelle Dorès, qui est vice-présidente du mouvement ATD Carmonde, vous voulez bien vous présenter un peu ATD, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ce beau mouvement, et puis nous dire pourquoi vous avez accepté de venir aujourd'hui aux 50 ans du MAN. D'abord, merci beaucoup en effet de l'invitation à participer. Ce que j'ai entendu jusque-là conforte bien qu'on agit dans le même sens, et ça rejoint très fort les fondements de notre mouvement. Voilà, donc oui, donc je suis vice-présidente d'ATD Carmonde, et je représente aussi le collectif Alerte, donc un collectif de lutte contre les exclusions au Conseil économique et social environnemental, qui est pour ATD Carmonde aussi un lieu en fait où on a pu agir aussi et faire avancer les politiques de lutte contre les exclusions et des politiques de lutte contre la grande pauvreté. Donc c'est un lieu qui a été très stratégique pour nous en fait, voilà, dans lequel c'est pas forcément toujours facile aujourd'hui, puisque le CESE est aussi le reflet de l'état de la société aujourd'hui et des tensions qui y sont. Alors ATD Carmonde, ce qui fait peut-être une des spécificités importantes d'ATD Carmonde, c'est le fait qu'il a été créé par un homme qui était issu du monde de la misère et qui, du coup, a connu lui-même la violence du mépris, de l'indifférence, de l'humiliation, et qu'il a vécu dans sa chair tout ça. Et du coup, ça lui a permis de vraiment trouver les moyens de lever ce qu'il appelait son peuple, les gens qui vivaient vraiment dans la très grande pauvreté. Et donc, ce qu'il a fait reconnaître aussi, ou ce que notre mouvement a travaillé à faire reconnaître, c'est que justement, les pauvres sont souvent considérés comme des êtres violents. C'est-à-dire, la pauvreté, c'est un danger pour la sécurité de notre société, c'est un danger pour notre démocratie. Et personne ne parle, en fait, de la violence de la société vis-à-vis des pauvres, où on a beaucoup de mal à réaliser ce que la société fait vivre à ces personnes et aux souffrances vécues. Donc, je peux vous lire le témoignage. Le plus dur à vivre dans la misère, c'est le mépris. Qu'il te traite comme si tu ne valais rien, qu'il te regarde avec dégoût, jusqu'à te traiter comme un ennemi. Nous et nos enfants, nous vivons cela chaque jour. Cela nous fait mal, nous humilie et nous fait vivre avec la peur et la honte. Voilà, donc je pense que ce ressenti, on a vraiment, peu de gens ont la conscience en fait de ce que vivent vraiment les plus précaires, et du coup de tous ces freins que ça crée aussi dans leur possibilité de se mobiliser. Et la mobilisation est aussi dangereuse pour eux parce qu'en fait, en général, comme on décide toujours pour les gens, comme on les a mis dans une dépendance totale, qu'on décide toujours pour eux, du coup, en général, s'ils se bougent, le retour risque d'être très fort et très dur à vivre. Donc, ce que fait reconnaître notre mouvement, donc, c'est que la misère est une violence qui réduit au silence, qui empêche les gens de s'exprimer, de partager ce qu'ils sont, de partager leurs expériences de vie, de partager leurs savoirs, puisqu'en fait, quand on vit dans la grande précarité, on a des savoirs, et ces savoirs-là, personne n'est prêt à les écouter, personne n'est même prêt, en fait, souvent quand une personne du quart-monde raconte sa vie, on la croit pas. C'est tellement des vies différentes, des vies des gens, des expériences différentes, qu'elle n'est pas crue. Voilà. Donc aujourd'hui, on a mis aussi en évidence qu'il y avait toutes des injustices liées en fait au savoir et à qui on est, ce qu'on appelle les injustices épistémiques, voilà. Et leurs savoirs ne sont pas reconnus. Donc, aussi peut-être définir aussi la pauvreté comme une série d'insécurités, ce qui a été aussi un combat du mouvement et qui est la définition aujourd'hui reprise par l'ONU, c'est-à-dire quand on est en précarité, c'est qu'on est en insécurité par rapport au travail, par rapport au logement, voilà, ou par rapport à la vie familiale, et donc on a un problème, mais on peut trouver les moyens de le résoudre quand on a une précarité. Quand on est dans la grande pauvreté, c'est qu'on cumule toutes ces insécurités. On va cumuler des insécurités de logement, de travail, de bagages culturels, d'éducation, de vie en famille, etc. Et du coup, on perd son pouvoir d'agir parce que surmonter tout ça, ça devient tellement compliqué qu'on n'en a plus les moyens soi-même, et on est obligé de compter sur les autres ou de trouver les moyens d'être épaulé pour en sortir. Et donc ça se fait aussi par le collectif. Et donc, après ce que je vous ai dit, on a vraiment besoin justement de la mobilisation de tout le monde en fait pour réussir à sortir de ça. Et on a besoin de gens qui rejoignent les plus pauvres et qui sont prêts à les écouter en fait pour avancer avec eux et faire connaître ce qu'ils sont et qu'ils peuvent apporter quelque chose. Donc notre mouvement refuse fondamentalement
3 choses. Ils refusent la fatalité de la misère. C'est-à-dire la misère, c'est vraiment une création humaine, c'est une création de nos sociétés. Et on a moyen d'éradiquer la grande pauvreté, et non pas d'éradiquer la pauvreté. Il y aura toujours des gens plus riches que d'autres, mais vraiment la grande pauvreté. Laisser des gens dans ces conditions-là. Et puis la culpabilité, puisqu'en fait on culpabilise les gens, et ça c'est un fait de notre société de plus en plus fort, on rend les gens responsables de leur situation. C'est-à-dire si t'en es là, c'est un peu de ta faute, et à toi de trouver les moyens. Et si tu trouves pas les moyens et que tu les mets pas, on va même aujourd'hui te sanctionner en t'enlevant ton RSA, en t'enlevant ton... Voilà. Donc aujourd'hui on va très loin en fait dans cette responsabilisation et cette culpabilisation. Et puis après, pour nous, la misère c'est aussi un vrai gâchis humain, puisqu'en fait justement il y a tous des savoirs, des choses que les gens peuvent apporter à la société et qui sont aujourd'hui non reconnus. Et puis peut-être mettre ça en lien avec une crise de la société aujourd'hui qui est très forte, c'est-à-dire la stigmatisation des plus pauvres. On a l'impression, nous, qu'elle est forte aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est beaucoup plus forte qu'avant, mais on a un peu l'impression que la stigmatisation est quand même très très forte. C'est les fainéants. On a perdu un peu la notion de solidarité nationale. Aujourd'hui, on est plus passé à des politiques d'activation. Il faut que tous ces fainéants se mettent au travail. Et la démocratie est assez malmenée. On fait des lois anti-pauvres aujourd'hui qui ont des faux titres. Par exemple, la loi Kasbarian sur les occupations illicites, c'est surtout une loi, par exemple, dans le 2e volet, et surtout pour rendre plus rapide en fait les expulsions des gens qui ont des problèmes pour payer leur logement. Les principaux apports de cette loi sont ça, quoi. C'est des réductions de délais, des réductions d'accès aux juges, des réductions. Donc c'est un vrai sujet. La loi plein emploi qui s'appelle pour un accompagnement renforcé des gens au RSA, c'est une politique de sanction en fait des gens au RSA et des obligations et des contraintes par exemple de 15-20 heures de travail par semaine pour avoir 500 malheureux euros, qui sont vraiment un revenu de survie. Donc on est vraiment sur une société qui est très stigmatisante et qui ne remet pas l'humain au centre, et la dématérialisation augmente aussi un peu aussi parce qu'on a des citoyens qui sont sans doute les plus loin des chemins du droit, et c'est aussi des obstacles, le numérique, la dématérialisation surtout, qui remplace vraiment l'humain dans l'accès et qui crée des barrières en fait psychologiques, des barrières encore plus fortes entre les institutions et les plus pauvres. Comment ATD est assez connu pour justement développer le pouvoir d'agir des personnes. C'est une préoccupation dans votre mouvement ? Donc nous, c'est vraiment le cœur de nos actions, c'est vraiment de construire avec les plus pauvres. Donc on le fait d'abord par l'accès au savoir ou la reconnaissance des savoirs, la construction des savoirs, mettre en avance. Donc ça me demande beaucoup de temps en fait, quelque chose qu'on n'a pas le temps, enfin dans nos sociétés on n'a souvent pas le temps. Et si on veut travailler pour construire le savoir avec les plus pauvres, pour qu'ils puissent être partagés, il faut du temps parce que ces personnes ont été humiliées, elles n'ont plus confiance, elles ont perdu l'estime d'elles-mêmes, et donc il faut reconquérir tout ça. Et quand on reconquiert, on a des choses formidables qui sortent parce que justement on a des savoirs qui sont utiles à la société. Donc nos moyens, on a d'abord développé ce qu'on appelle les universités populaires quart monde. Donc on a des gens qui travaillent sur des thèmes, des gens de la grande pauvreté qui travaillent sur des thèmes, qui disent ce qu'ils pensent de leurs thèmes, et après ils viennent échanger ensemble avec un expert du thème. Mais le but, c'est que l'expert ne parle pas trop et qu'il soit bien à l'écoute de ce que les gens pensent. Et en général, c'est assez bouleversant pour la personne invitée parce qu'il s'aperçoit qu'en effet, ces gens ont les pouvoirs de réfléchir, voient les choses avec des points de vue un peu différents parce qu'ils ont des vécus différents, et que du coup ça peut apporter des nouvelles perspectives pour ouvrir une autre société ou construire une autre société. Et on est persuadé qu'en partant d'ailleurs de ces idées-là et de ce savoir-là, on peut construire une société beaucoup plus juste, parce que si on arrive à entendre ces savoirs ou ces demandes ou ces besoins des personnes, on arrivera à répondre pour tout le monde. Alors que si on se préoccupe toujours de la moyenne, etc., et de la standardisation en fait des choses, on n'arrivera pas à trouver des politiques qui répondent aux besoins de tous. Aujourd'hui, on développe aussi une autre méthode qui s'appelle le croisement des savoirs et des pratiques, qui est une méthode qu'on travaille beaucoup pour être sûr de ne pas manipuler les gens et pour arriver à une vraie participation des plus pauvres au débat et au processus de participation. Donc c'est une méthode, je ne vais peut-être pas trop l'expliciter, mais on travaille beaucoup par groupe de pairs parce qu'on pense que par moment, comme on a des représentations très différentes du monde suivant nos expériences de vie, on a besoin d'être avec les gens qui nous ressemblent dans un premier temps pour
pour travailler et partager. Et déjà pour réaliser que finalement, ce que nous on vit mal, par exemple, l'autre à côté il le vit mal. Donc c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est voilà, l'autre le partage et du coup on peut partager ça et porter ça ensemble en se disant voilà, nous notre vécu c'est ça, notre histoire c'est ça et ce qu'on en pense c'est ça et du coup ça et les autres qui ont une autre expérience de vie vont apporter une expérience très différente ou un savoir très différent. Même les mots sont pas les mêmes. Donc déjà, il faut prendre ce temps pour voir que les mots sont pas les mêmes et que si on veut bâtir ensemble, il faut qu'on partage les mêmes mots et il faut qu'on arrive à un vocabulaire commun. Voilà, donc c'est le croisement des savoirs, voilà, c'est une pratique qui permet ça et qu'on expérimente. Et après, on lance aussi beaucoup d'expérimentations sur l'ensemble des droits fondamentaux avec les plus pauvres. Donc l'expérimentation peut-être la plus connue, c'est Territoire zéro chômeur de longue durée qu'on a pu initier, qui est le principe de créer des entreprises à but d'emploi qui embauchent les plus éloignés de l'emploi. Enfin, notre but, c'est que ce soit les plus éloignés de l'emploi qui soient, les chômeurs de très longue durée, et qui construisent eux-mêmes leurs emplois, qui sont embauchés d'abord en CDI à temps choisi, c'est-à-dire suivant leur capacité physique, suivant ce qu'ils peuvent faire, c'est eux qui choisissent leur temps de travail, et ils vont construire ensemble, en fait, les emplois en réponse à des besoins du territoire. Donc, en fait, ça a beaucoup d'atouts écologique, de développement local, et pour les personnes, c'est un vrai changement. Voilà. Mais on expérimente aussi des choses dans les écoles pour éviter que les enfants les plus pauvres soient systématiquement orientés en classe spécialisée. On expérimente voilà, des enjeux aussi de promotion familiale pour que les familles très pauvres puissent participer, par exemple, aux associations de parents d'élèves, voilà, dans la culture. Enfin, voilà, on a un peu dans tous les champs, on peut expérimenter des choses pour montrer que d'autres possibles sont d'autres projets de société sont possibles. Oui. Donc, pour vous, pour terminer, se battre contre les violences structurelles de façon non violente, ça a du sens, apparemment. Ça a pleinement du sens parce qu'on pense que justement il faut vraiment qu'on trouve des moyens de prouver ce qu'on peut faire, on a dit d'abord de nommer les choses et après de prouver qu'on peut faire. La violence n'apportera rien pour les plus pauvres, c'est très clair, puisqu'en fait elle va toujours se retourner contre eux. Et par contre, ce qu'on veut vraiment faire partager, c'est la place à leur donner dans notre société. Donc j'ai envie de vous lire un peu une phrase de Mireille Delmas-Marty, qui était une pénaliste, qui nous dit justement par rapport à ce savoir: pour penser et construire un monde commun, il est temps de comprendre qu'il faudra mutualiser tous les savoirs. Qu'apprenons-nous des plus pauvres ? Peut-être une certaine manière de penser l'imprévisible, plus proche de l'adaptation que de la programmation ou de la prédiction. Les populations riches n'ont pas appris à vivre dans l'imprévisible, parce qu'elles se garantissent de tous côtés. Elles sont assurées tout risque. S'adapter par une sorte de bricolage qu'Édouard Glissant appelle la pensée du tremblement. Celle-ci n'est ni crainte ni faiblesse, mais l'assurance qu'il est possible de durer et de grandir même dans l'imprévisible. À la frilosité des sociétés de la peur, les plus pauvres opposent et nous apprennent le courage de vivre. Et je trouve dans la situation justement de perturbations écologiques très fortes et de crise de nos sociétés qui sont pour nous une crise du lien, je trouve que cette phrase est très porteuse. Et puis nos actions, elles sont beaucoup politiques aussi. Donc un grand combat d'ATD dans son histoire, ça a été de construire la loi contre les exclusions de 98, loi qui est complètement détricotée aujourd'hui et qu'on essaye de faire valoir. Moi je suis en train de construire un avis au CESE avec beaucoup de mal sur les droits sociaux. Sur l'effectivité des droits et non pas le non-recours, c'est-à-dire la façon dont on construit des politiques qui soient vraiment basées sur les droits sociaux et sur les besoins des personnes, sur les droits fondamentaux. Voilà. Mais on nous oppose aujourd'hui justement toutes ces politiques d'activation qui sont juste de dire que mettons les fainéants au travail. Non, je vois juste Denis, et j'ai peut-être oublié quelque chose, parce qu'en fait, on a lancé une grande campagne récemment sur maltraitance institutionnelle, auquel Denis a beaucoup travaillé, donc il fallait quand même peut-être que je la cite. Voilà, et c'est notre thème d'action, et on veut faire reconnaître cette maltraitance institutionnelle qui est tant pour les personnes en grande précarité que pour tout le monde, et pour les agents qui travaillent dans les institutions, qui sont aujourd'hui confrontés à des systèmes où il y a une perte de sens, un manque de marge de manœuvre, etc. Merci. Comme me le soufflait à l'instant
L'intervenant suivant, c'est une belle transition vers l'intervention qui suit. Juste un petit aparté pour dire que là, il y a des citations très fortes qui sont dites, etc. Il y aura normalement des actes de ce colloque qui seront publiés, qui seront disponibles dans un certain temps. Vous pourrez retrouver normalement beaucoup des choses qui ont été dites. Alors effectivement, maintenant, l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'il en est du côté des institutions qui sont souvent désignées comme responsables des violences sociales que l'on vient d'évoquer. Est-ce qu'il est possible et comment de s'engager sous une forme non violente quand on travaille au sein des institutions sociales? Et c'est ce qu'on va aborder avec Pascal Tozzi, que je laisse se présenter. Oui, bon, merci pour tout ce que j'ai entendu déjà, où j'ai pris des notes, et merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Pascal Tozzi et je suis un représentant d'une institution, puisque je suis professeur des universités à Bordeaux. Donc je viens de la science politique, puis j'étais vers l'aménagement et l'urbanisme, et tout ça par le biais de la participation habitante. Et j'ai le plaisir de faire l'ensemble de mes cours dans un IUT qui forme des animateurs et des animatrices socioculturelles, un département carrière sociale, dont vous avez un échantillon là qui a pu... Et donc, voilà, et qui sont quelque part un peu garants de notre utilité sociale en tant qu'enseignants et enseignantes, puisqu'ils sont amenés à exercer auprès de publics vulnérables dans le secteur associatif, mais aussi dans les centres sociaux, dans les services municipaux, les collectivités territoriales, auprès des populations migrantes et autres. Donc au fond, on a cette chance dans les IUT carrière sociale, comme dans d'autres formations du travail social, comme j'aime bien le dire, de former ou d'aider à co-construire un petit peu les compétences professionnelles de celles et ceux qui deviendront des changeurs d'avenir. Et ça, c'est quelque chose d'assez exaltant. Donc, comme quoi, il peut y avoir aussi des bonnes choses à être dans une institution. Et on espère aussi, par le travail qu'on peut faire d'un point de vue pédagogique en termes de formation, mais aussi de recherche et avec nos publics, pouvoir aussi montrer que les institutions peuvent produire, pas uniquement de la maltraitance, mais au contraire contribuer à la bientraitance sociale, puisque là, ce sont, je le répète, des futurs intervenantes et intervenants sociaux. Voilà. Et je suis responsable aussi accessoirement, mais c'est important quand même pour moi et pour et globalement institutionnellement aussi, d'une chaire UNESCO justement sur cette thématique, l'intervention sociale non violente. Et alors justement, comment est-ce que concrètement vous cherchez à faire rentrer la non-violence, à l'inscrire dans le travail institutionnel ? Alors d'abord, je repartirai sur cette idée de l'institution, c'est-à-dire que l'institution, bon, sous réserve qu'on la définisse de façon un peu plus approfondie, on n'a pas le temps de le faire là, et puis c'est pas très palpitant, même si c'est intéressant. L'institution, elle est le reflet, j'allais dire presque de ce qu'on est comme individu ou comme être humain, c'est-à-dire c'est une chose ambiguë qui est capable de produire à la fois de la norme, de la contrainte, de la règle, et parfois, on l'a vu, de la déshumanisation et de la maltraitance. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, elle peut produire aussi l'institution, ce qu'on a évoqué, des services, de l'accès aux droits, de l'accès aux soins, à l'éducation, et finalement être une source profonde d'humanisation et de travail sur le lien social de nos sociétés. Donc là, il y a à mon avis, deux aspects qui sont intéressants pour la mise au travail de la non-violence, c'est-à-dire, comme l'a évoqué Alain dans l'introduction, à la fois l'idée de repousser, de réduire tous les facteurs qui vont accroître la maltraitance des usagers, des publics et comme vous l'avez dit, des agents. Et donc ça, c'est la première partie de la non-violence, et ensuite pouvoir produire du lien social et de l'humanité, de l'humanisation. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi derrière ce fameux projet constructif que tu évoquais, Yvette, en introduction. Donc pour nous, pour moi en tout cas, il y a l'institution, elle est susceptible de mettre au travail toute cette palette-là par son essence même, j'allais dire, et son ambiguïté profonde. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Peut-être pas complètement. Oui, mais on va poursuivre le dialogue pour aller plus loin. Comment les professionnels du travail social peuvent agir lorsque ils et elles se trouvent dans des institutions justement qui produisent des violences ? Comment on fait ? Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que les professionnels, j'inclus au sens large, parce qu'il y a beaucoup de champs où on ne fait rien sans les bénévoles aussi, et qui sont
ce tandem en tandem avec les professionnels, mais là on parle des professionnels et professionnels. Donc d'abord, le métier de l'intervention sociale et du travail social et de l'animation socioculturelle, c'est de venir réparer, j'allais dire, les effets, parfois les effets induits ou les fractures que peut produire l'institution. On est là sur des modalités d'accompagnement, de réparation, de restauration de la capacité du pouvoir d'agir, que ça soit en milieu carcéral quand la prison produit ces formes de déshumanisation, que ça soit auprès des populations migrantes qui restent pour cause institutionnelle, sans statut, en insécurité juridique, comme s'ils étaient en humanité suspendue, j'allais dire, puisque quand on n'a pas de droit et quand on n'a pas de statut, finalement, on n'a rien qui peut nous garantir nos libertés et notre dignité fondamentale. Donc, c'est vraiment là que autant pour les travailleurs sociaux qui sont plutôt dans la perspective interpersonnelle, comme les assistantes sociales ou les éducateurs, mais aussi de façon plus collective quand on a des animateurs et des animatrices qui travaillent avec les groupes, on est sur cette réparation des violences produites par l'institution. Donc ça, c'est la première chose. Donc normalement, c'est, j'allais dire, le front premier qui vient professionnellement, en tout cas, réduire la violence institutionnelle. Bien évidemment, ce qui peut être nécessaire et parfois compliqué, en tout cas, c'est de réfléchir sur la propre violence que l'intervention sociale et que les services sociaux peuvent produire à leur tour sur les usagers et les publics auxquels finalement ont affaire les institutions, et parfois même les agents eux-mêmes deviennent pourvoyeurs de violence au lieu de devenir pourvoyeurs d'humanité, parce que finalement les organisations du travail elles-mêmes vont produire des conditions d'exercice de son métier qui vont faire qu'on va courir après le travail bien fait en ayant toujours uniquement l'insatisfaction du travail mal fait, et finalement on va prendre de la distance, ne plus s'investir, finalement passer d'une relation de solidarité, d'altruisme à une relation finalement qui devient de l'ordre de la glaciation, ou en tout cas du refroidissement. Et à ce moment-là, on n'est plus capable d'écoute, plus capable d'empathie, mais d'abord parce qu'on est confronté à l'impuissance de solutions, à l'urgence des situations, et finalement à tous ces modèles de management public qui viennent déshumaniser, organiser la performance, la tarification à l'activité. Effectivement, quand vous allez, parce que je prends l'intervention sociale au sens large qui inclut le médico-social, quand vous allez dans un service où on vous dit d'un côté il faut faire de l'activité et de l'autre vous êtes en soins palliatifs et que vous devez prendre du temps pour accompagner les fins de vie, ben forcément c'est des injonctions contradictoires qui pour les professionnels sur le terrain sont très compliquées à vivre. Donc c'est en ça que finalement il y a une action directe, j'allais dire, par rapport aux conséquences institutionnelles qui produisent de la violence sociale et structurelle, et la nécessité, c'est sur ça qu'on travaille, pour le champ de l'intervention sociale et du travail social, de réfléchir sur les possibles et j'allais dire de plus en plus fréquentes manières dont sans le vouloir, ou contraint par le contexte économique, politique et autres, on peut devenir violent, à corps défendant parfois, à psyché défendante, devenir violent à l'égard des publics et des administrés. Donc ça, c'est important de mettre au travail ces deux choses. C'est pour ça que finalement, l'intervention sociale, qui a toujours vocation, dans son histoire, à contribuer à la transformation sociale, elle est éminemment politique, puisqu'elle s'attaque effectivement à ces violences structurelles et aux effets sur les publics et sur les populations vulnérables, avec aussi cette conscience qu'elle est produit de l'institution et qu'elle peut aussi devenir finalement violente à son tour. Et c'est sur ça qu'on essaye un peu de travailler et d'outiller à notre niveau les futurs professionnels et professionnelles pour qu'ils soient dans une démarche ou qu'elles soient dans une démarche réflexive pour pouvoir débusquer la violence là où on imagine toujours, pas toujours en tout cas, qu'elle puisse advenir. On voit bien dans votre témoignage le fait que la violence et la souffrance, elle est du côté des personnes qui sont visées par l'intervention sociale, mais elle est aussi du côté des personnes qui travaillent à l'intérieur de ces institutions, que ce soit le corps enseignant, médical ou plein d'autres domaines encore. Oui. Et que là, il s'agit effectivement, on est aujourd'hui dans une journée autour de la non-violence politique, il s'agit des politiques qui sont mises en œuvre et qui orientent ces institutions. Ah oui, c'est-à-dire que finalement, toutes ces conséquences-là, il
faut pas les oublier. C'est vraiment la conséquence des politiques publiques avec les orientations, les idéologies qui vont faire qu'on va opter pour tel ou tel choix de société. Voilà. Alors après, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le cadre, là, je reprends un peu la casquette plus de chercheur, mais on voit toujours dans toutes les études qui sont faites sur les organisations et les institutions que malgré tout, les derniers maillons de la chaîne hiérarchique et de commandement ont finalement une marge de manœuvre dans la manière dont ils ou elles appliquent la règle. Et ça, c'est intéressant parce que moi, dans l'idée de cette chaire UNESCO, quand on parle de restauration du pouvoir d'agir des intervenants sociaux, c'est bien aussi retrouver cette marge de manœuvre et de résistance, alors qui peut aller jusqu'à la désobéissance et à la prise de risque qu'on évoquait d'un point de vue professionnel, mais qui des fois peut simplement se retrouver cette marge de manœuvre dans la manière dont on applique ou pas telle nouvelle directive. Moi, j'ai eu des témoignages de personnes qui travaillaient c'était Pôle emploi à l'époque, mais qui, quand on est passé à des mesures qui visaient à beaucoup plus fliquer les chômeurs et autres, sont restés sur des modalités anciennes où un mail suffisait à faire le suivi, là où ils devaient normalement statutairement convoquer la personne et autres. Donc ça veut dire que là, il y a des manières aussi finalement d'appliquer la règle avec plus ou moins d'empathie, plus ou moins de freins qu'on peut mettre. Voilà. Alors c'est toujours problématique. Alors vous allez avoir des agents qui vont surinvestir, c'est-à-dire moi pour l'accès aux soins, notamment en Guyane, j'ai eu des témoignages où finalement il y avait des agents qui, parce qu'ils étaient perturbés par les problèmes migratoires, demandaient plus de papiers que ce qu'il en fallait pour constituer le dossier. Donc là, on est à l'opposé et à l'inverse d'autres comportements qui étaient plus dans le fait d'organiser, d'accompagner finalement les usagers ou les futurs bénéficiaires dans ce qui est la plupart du temps un labyrinthe administratif, quoi. C'est très intéressant parce que là, on est vraiment dans le champ des résistances au sein de la fonction publique. Le MAN avait organisé il y a quelques années un colloque sur ce thème des résistances au sein de la fonction publique qui parlait à la fois des agents de Pôle emploi à l'époque ou des eaux et forêts et qui revenait même jusqu'à Vichy où il y avait eu des résistances plus ou moins ouvertes, plus ou moins déclarées du plus haut niveau, les préfets jusqu'aux agents de terrain et les assistantes sociales, etc. Je voulais aussi vous interroger sur les alliances possibles qui peuvent être nouées avec les mouvements sociaux qui, comme ATD Quart Monde, luttent pour la reconnaissance des droits et comment c'est possible de prendre en compte leurs interpellations et d'agir avec ces mouvements. Non, ça c'est bien parce que c'était la question qui n'était pas prévue. Donc, exact, c'est la petite surprise du chef. C'est la question surprise. Non, mais alors, moi, du point de vue du champ de l'intervention sociale, et c'est important, c'est-à-dire que les structures comme ATD Quart Monde, nous on a nos futurs animateurs sociaux et socioculturels qui vont faire des stages et c'est vraiment des partenaires avec des mitoyennetés très forte, en tout cas dans ce qu'il s'agit du rôle social et de tous ces tisseurs ou ces réparateurs et réparatrices de liens sociaux. Donc on est bien sûr dans le même bateau, pour ne pas dire la même galère. Et donc là il y a quelque chose effectivement qui est susceptible de converger, et c'est d'autant plus important, si je le prends du point de vue des travailleurs et des travailleuses socioculturels, institutionnels, que c'est l'isolement qui va aussi produire chez les professionnels et professionnelles des risques à la fois de violences subies, mais aussi parfois de violences répercutées. Donc ça veut dire que la mise en réseau, je parle en termes d'acteurs, elle est très importante, et même pour quelqu'un qui est dans un service ou dans une collectivité territoriale et autres, pouvoir avoir des contacts avec des acteurs associatifs qui sont sur le terrain, pouvoir collaborer, pouvoir coopérer, pouvoir échanger, pouvoir parler de ces publics finalement qu'on a en commun mais sur lesquels on n'échange jamais en réalité. Et c'est un des... là du coup c'est moi qui spoil votre question, c'est une des attentes de cette chaire UNESCO. Moi quand j'ai voulu monter ce dispositif, alors bien sûr, et je remercie encore, j'ai eu l'appui du MAN. Aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on a des étudiants qui peuvent lire Alternatives non violentes à l'université. Mais ce qui m'a beaucoup marqué dans ce que j'ai vu à travers à la fois les professionnels avec lesquels on travaille sur le terrain, avec à l'IUT et autres, c'est les dommages du travail en silo, quoi. Où finalement, on a affaire au même public, mais on ne communique pas toujours. On fait de la médiation, mais on ne connaît pas la non-violence. On cherche sur la violence. Alors les chercheurs et les chercheuses en France sont très bons, dans le monde aussi, sur l'explication de la violence.
Mais ensuite, qu'est-ce qu'on est capable de produire comme recherche sur le passage à la non-violence, sur la sortie de crise? Quand vous regardez, c'est la même dissymétrie quantitative qu'il y a entre les études sur la guerre et les études sur la paix. Donc, dans le travail social, tous les sociologues parlent des déterminants sociaux, de la violence, qu'est-ce qui explique. Mais au final, une fois qu'on a très bien compris ce qui se produit et ce qui vient influer sur les processus d'environnement de la société, comment on met ça au travail et surtout comment on étudie avec la même conviction universitaire et académique toutes les expériences qui sont en place sur le terrain, les médiations nomades et autres, tout ce qu'a évoqué les luttes, et comment on en fait quelque chose aussi où on se rend compte que politiquement, il y a quelque chose de viable et humainement, bien sûr, dans la non-violence. Donc, réduire le travail en silo, réduire l'isolement et faire qu'on puisse se parler et s'enrichir mutuellement. Moi, sur le terrain, quand je vois des animateurs, des éducateurs et des médiateurs qui ont affaire au même public et qui parlent pas ou pas toujours ensemble, il y a quelque chose qui pose problème. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant d'avoir aujourd'hui, dans le cadre de la chaire UNESCO, des gens qui viennent de l'univers de la non-violence, de la militance, qui viennent essayer de bousculer un peu les universitaires pour les faire descendre de leur vision explicative de la violence et les amener sur le terrain, où il se passe aussi des choses qui viennent contrarier les processus de reproduction de la violence, et avoir aussi des travailleurs et des travailleuses du champ social et de l'intervention sociale qui viennent parler de ce qu'ils rencontrent sur le terrain. Et on se rend compte en réalité, et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que ça combat l'idée même de la résignation. Quand on est seul dans son coin et qu'on est isolé, la chose qu'on se dit, c'est « je suis impuissant, je ne peux rien faire contre le système ». Et rien que dans l'idée dans la première idée qu'il y avait dans le cadre de cette chaire, c'était de donner à voir et de mettre en commun ce que chacun fait dans son coin. Pour se dire, ah mais oui, mais finalement, moi je fais du théâtre avec des jeunes des quartiers politiques de la ville, mais il y a bien cette conseillère en insertion prévention qui, en prison, fait aussi du théâtre. Ah mais c'est bizarre, mais là-bas, il y a eu aussi, en Colombie, sur la déconstruction des stéréotypes et du sexisme ordinaire, on met en place ce théâtre-là. Du coup, finalement, le théâtre, ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien, qu'on en faisait chacun dans notre côté, sans se dire, finalement, que là, il y avait quelque chose qui non seulement avait donné lieu à expérimentation ailleurs, et qu'on pouvait mettre en commun pour se dire que là, il y avait vraiment quelque chose pour repousser ou réduire la reproduction de la violence. Donc ça, c'est chouette, quoi. C'était tout.